Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous de débat, de chronique et de reportage. 90 minutes pour donner du sens à l'actualité grâce à nos experts. Et voici le sommaire de ce 21 mars. C'est une alliance surprenante qui a eu raison de l'accord de libre-échange entre la France et le Canada. Sous l'impulsion des communistes et des républicains, le Sénat a rejeté l'application du CETA, pourtant en œuvre depuis 2017, toujours en attente de ratification. Quelles seront les conséquences de ce vote? Les traités de libre-échange vont-ils peser sur les choix des Français aux élections européennes? On en débat juste après ces titres. Et puis dans la seconde partie de notre émission, cette question: comment l'Europe peut-elle résister à la déferlante annoncée de véhicules électriques chinois? L'Union européenne a lancé une enquête pour concurrence déloyale et menace d'appliquer des droits de douane rétroactifs. Je tiens à saluer l'enquête qui a été lancée par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur les subventions dont bénéficient les entreprises chinoises en Chine. Si ces subventions ne sont pas conformes aux règles de l'Organisation mondiale du commerce, il faut que l'Europe puisse riposter. Quels seraient les risques économiques d'un tel bras de fer avec la Chine? Comment sortir de notre dépendance sur les métaux rares, les batteries ou encore les panneaux photovoltaïques? Réponse dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, Fabien Recker nous raconte cette séance houleuse au Sénat où les partisans et les adversaires du traité de libre-échange avec le Canada se sont affrontés, parfois vertement. Au terme d'une séance très mouvementée, le Sénat a rejeté l'accord de libre-échange avec le Canada, près de 5 ans après un premier vote favorable à l'Assemblée nationale. Un nouvel examen du texte à l'initiative des communistes qui savourent leur victoire. C'est une victoire démocratique d'abord, parce qu'on a repris la main sur le gouvernement qui refusait d'inscrire le CETA dans un déni de démocratie. Et puis c'est une victoire évidemment pour celles et ceux qui luttent contre ces traités climaticides, antisociaux et anti-environnementaux. Dans l'hémicycle, seuls les centristes et les alliés de la Macronie ont défendu le CETA, quand une large majorité du groupe LR a préféré voter contre. Manifestement, c'est une mascarade. La volonté de l'alliance LR et communiste, c'était juste de faire un coup contre le gouvernement, un coup contre la Commission, en se disant ça n'a pas de conséquences. Et c'est triste. Une alliance de circonstances entre la droite et les forces de gauche pour dénoncer les conséquences du CETA sur l'agriculture et l'environnement. Loin des standards européens et français, l'agriculture du centre du Canada, l'Alberta par exemple, est jumelle de celle du Brésil, de l'Argentine ou des États-Unis, aux antipodes de d'autres modèles d'exploitation familiale. Au Canada, Monsieur le ministre, plus de 40 molécules chimiques sont autorisées alors qu'interdites au sein de l'Union européenne. Si cet accord sur l'investissement devait entrer en vigueur, nous savons que les firmes de la chimie, du pétrole, des pesticides attaqueront les États européens sur les législations de protection sanitaire et environnementale. Oui au Canada, mais non au CETA. Un revers pour le gouvernement qui pourrait se répéter à l'Assemblée nationale. Après leurs collègues sénateurs, les députés communistes ont annoncé inscrire le texte à l'ordre du jour pour tenter de rejeter définitivement la ratification du CETA par la France. Comment le gouvernement a-t-il pu tomber dans ce piège du CETA? À quel point ces accords de libre-échange, il y en a d'autres dont on va parler, vont-ils peser sur le scrutin européen? On en débat avec Pascal Perrineau. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Pascal, vous êtes politologue, professeur à Sciences Po Paris et vous publiez, c'est tout récent, Le goût de la politique aux éditions Odile Jacob. Sophie Coignard, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes journaliste et éditorialiste politique au Point. Et je rappelle le titre de votre livre, la tyrannie de la médiocrité, aux éditions de l'Observatoire. Thierry Pouge, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes économiste, chef du service études économiques et prospectives aux Chambres d'agriculture France et chercheur associé au laboratoire Regard de l'Université de Reims, Champagne-Ardenne. Émilie Zapalski, bonsoir Émilie. Bonsoir Thomas. Bienvenue à vous. Vous êtes éditorialiste politique. Merci de m'accompagner pendant toute cette émission. On reviendra sur cet accord, sur son application depuis 7 ans, parce que c'est quand même aussi ça ce qu'il faut rappeler, et peut-être aussi son bilan pour les agriculteurs français. Mais d'abord quand même, cette séance-là, Pascal Perrineau, particulièrement houleuse au Sénat.
J'exagère un peu, mais on se serait presque cru à l'Assemblée nationale à un moment. Ça vous a surpris? Tout à fait, oui, ça m'a un peu surpris parce que, en effet, le ton était assez peu sénatorial. Hein. Le Sénat nous a habitués depuis un certain temps, et surtout depuis l'évolution rock'n'roll de l'Assemblée nationale, à des débats un peu plus sereins, un peu moins caricaturaux. Et là, hier, parfois, le portrait pour ou contre ce traité du CETA était quelque peu caricatural. Ah bah, on entendait les uns, c'était l'apocalypse, et les autres, ça devait sauver l'agriculture et le commerce extérieur français. Et puis, le Sénat, qui continuait à fonctionner, au fond, sur un clivage aimable, mais tout de même un clivage gauche-droite, n'est plus dans cette bipolarité. Et ça, c'est nouveau, parce qu'on l'a vu à l'Assemblée nationale, on ne le voyait pas au Sénat. Que les Républicains, en effet, ou du moins l'immense majorité du groupe républicain, se mettent à voter avec les communistes, avec la gauche, avec les quelques sénateurs du RN, c'est quelque chose, en effet, de nouveau, et qui montre que le grand désordre politique qui est à l'œuvre dans la société française et qui se traduit à l'Assemblée nationale, eh bien maintenant touche la Haute Assemblée. Donc c'est peut-être pas la première fois. On y reviendra, je pense, un peu plus tard dans ce débat. Sophie Coignard, il y avait un côté théâtre politique, hein, et il y a un côté théâtre politique, c'est pas la première fois, mais particulièrement, je trouve, autour de ce débat sur ce traité de libre-échange, traité commercial avec le Canada. Qu'est-ce que vous avez pensé des acteurs, et comment vous avez ressenti? Vous voulez dire, est-ce qu'ils étaient bons, mauvais? Oui, ou est-ce qu'ils étaient de bonne foi, d'extrême mauvaise foi? Comment vous avez ressenti alors là, c'est exactement au centre de ce que je me suis dit très très vite, dans les notes que j'ai prises en regardant tout ça, je me suis dit, mais c'est mauvaise foi à tous les étages. C'est-à-dire qu'il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre. Enfin, tout le monde était de mauvaise foi. Si bien que, je veux dire, c'est un vrai problème, parce que, pour rebondir sur ce que disait Pascal Perrineau, c'est une autre spécialité désormais de l'Assemblée nationale, la mauvaise foi. Et là, elle a contaminé le Sénat, où d'habitude, on travaille, on est pondéré, etc. Et là, sincèrement, le discours du ministre était de mauvaise foi. C'est-à-dire quand le ministre ose dire, j'ai noté, il a dit une phrase absolument formidable, ceux qui instrumentalisent la vérité, il a dénoncé ceux qui instrumentalisent la vérité à des fins politiques. Alors, je me suis posé la question de savoir ce que c'était exactement qu'instrumentaliser la vérité. Et je dois avouer qu'au terme de ma réflexion, je n'ai toujours pas trouvé. Et donc les uns et les autres étaient exactement dans ce jeu, comme vous dites très justement, c'est-à-dire où d'un côté, le gouvernement, l'exécutif ne peut pas être absolument serein, c'est-à-dire ne peut pas être absolument outragé de ce qui se passe aujourd'hui. Oui, parce que ça fait un moment que cette question plane. C'est ce qui s'appelle un retour de bâton. Donc voilà. Quant aux autres, évidemment, comment dirais-je, cette alliance des oppositions avait quelque chose, j'allais dire, si la question n'était pas un petit peu grave, avait quelque chose de quasiment savoureux. Ce mano à mano entre la droite et les communistes était quand même un spectacle d'une certaine manière de qualité. Pour les passionnés, pour tous ceux qui ont le goût de la politique, comme dit Pascal Perrineau, c'était un moment important. Thierry Pouche, on va rappeler de quoi on parle, ce traité, cet accord de libre-échange avec le Canada. Je rappelle qu'il a été signé en 2017, voté donc une première fois à l'Assemblée, voté une seule fois à l'Assemblée nationale, c'était en 2019. On parle de quoi? De quel type de produits? Ça repose sur quoi? Alors, sur l'accord avec le Canada, ça reposait sur des contingents que l'Union européenne a accordés au Canada, sur la viande bovine, sur la viande porcine, sur du blé dur, et en sens inverse, le Canada nous avait accordé des contingents sur les produits laitiers, en particulier les fromages, ce qui avait mis en colère les producteurs canadiens, parce qu'on sait tous que le Canada est un grand producteur de lait, et sur des produits viticoles avec quelque chose d'assez remarquable à l'époque, c'était la reconnaissance d'un certain nombre d'indications géographiques. C'est toujours quelque chose de très compliqué avec l'Amérique du Nord, puisque les fondements juridiques de ces indications géographiques ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas de reconnaissance en Amérique du Nord de ces indications géographiques. Ça veut dire que le Canada peut très bien fabriquer du parmesan sous la marque parmesan. Donc il y avait des batailles. Là, il y avait une protection supplémentaire. Il y avait une protection supplémentaire. Donc ça, c'est assez important. Je voudrais ajouter que dans le cadre du CETA, d'une certaine manière, c'était un accord qui était en sursis. Parce que, si on se souvient bien, la Wallonie, à l'époque, avait voté
n'avait pas ratifié le CETA. Et il faut Chypre a voté contre. Chypre a voté, mais la Wallonie a été la première, finalement. Et il faut se souvenir du discours du ministre-président de l'époque, M. Paul Magnette, qui avait énoncé une charge contre le libéralisme et le libre-échange. Il avait pu obtenir des compensations, donc il avait finalement ratifié l'accord, mais d'une certaine façon, cet accord pose un certain nombre de problèmes. Alors c'est assez étonnant, parce que quand on regarde les chiffres 6 ans après, c'est plutôt en faveur de l'Union européenne, et pour la France, on a considérablement exporté nos vins et boissons et nos fromages, donc c'est plutôt un avantage. Mais il y a d'autres problèmes derrière, évidemment. Et on va les détailler. D'ailleurs, la réaction en cette fin d'après-midi de jeudi des exportateurs de vins et spiritueux français n'est pas surprenante. Ils trouvent le vote totalement surréaliste. Je les cite. Il y a la question, là on va faire un chapitre, si vous le voulez bien, autour de la viande bovine et notamment du bœuf aux hormones. Alors ça, c'est un argument qu'on a longuement entendu dans la bouche des différents intervenants opposés au CETA. Sophie Coignard, pourquoi pas? Tout simplement parce que ça porte dans l'opinion, on est dans une simplification, le bœuf aux hormones, ça fait peur à tout le monde. Là, en plus, c'est la double lame, parce qu'il y a les hormones et les antibiotiques. C'est vrai, j'avais oublié les antibiotiques. Voilà, il faut penser à la double lame. On a vu, je crois que c'est dans le Figaro de ce matin, qu'il y a un intéressant sondage de l'Institut Odoxa qui montre que les Français, un Français sur 2 ne sait pas ce que c'est que le CETA, mais quand on lui explique, il est majoritairement contre. Donc, on voit bien qu'il y a une vague porteuse avec effectivement des mots-clés que sont l'idée, quelle idée que nous avons des normes environnementales, sanitaires, etc., extrêmement strictes, et que d'un autre côté, nous acceptons d'importer des produits qui ne sont pas soumis à ces mêmes normes. C'est l'éternel argument, qui n'est pas d'ailleurs un argument totalement fallacieux, de la concurrence déloyale, qui, comme vous le savez, a été au centre de toutes les révoltes des agriculteurs depuis des semaines. Donc évidemment, c'est un argument qui porte dans l'opinion et qui porte à la mesure, j'allais dire, du courant de sympathie qu'il y a en faveur des revendications agricoles. Oui, il y a aussi cet opportunisme dans l'action du Parti communiste et des Républicains de surfer sur cette colère agricole, évidemment. Mais restons sur cette question de la viande bovine. Les éleveurs, enfin certains d'entre eux, manifestaient devant le Sénat aujourd'hui, notamment ceux qui sont représentés par la Confédération paysanne. On écoute Nicolas Fortin, le secrétaire national de cette Confédération paysanne. Moi, je suis éleveur de viande bovine. Actuellement, tout le monde parle de souveraineté alimentaire, alors qu'on est en train de perdre des producteurs, perdre de la production. Voilà, et pendant ce temps-là, on continue à signer divers accords de libre-échange pour pouvoir encore importer de la viande bovine, qui va certainement arriver à moins cher, qui n'est pas produite dans les mêmes conditions. Donc voilà, nous, on estime que pour bien vivre notre métier, il faut avoir un revenu et un prix. Et si on veut de la souveraineté alimentaire, il faut protéger notre agriculture. Tout l'opposé des accords de libre-échange. Bon, ça, c'est le principe général. Pourquoi pas? Mais Thierry Pouch, si on revient quand même à ce qui nous réunit ce soir, cet accord avec le Canada, le CETA. Combien de tonnes, de milliers de tonnes de viande bovine du Canada ont été importées chaque année en France à cause de cet accord? D'abord, il faut rappeler que quand on se penche sur le texte de l'accord, il s'agit bien de viande bovine non hormonée. Donc ce qu'on appelle les clauses miroirs, déjà, elles s'appliquent. C'est-à-dire que... dans l'accord, mais même sans les clauses miroirs, l'accord stipule qu'il s'agit d'un contingent de viande bovine accordé au Canada qui ne sont pas des bovins hormonés. Donc déjà, quand on entend cet argument, soit dans la bouche des politiques, soit de certains agriculteurs, il est fallacieux pour vous. Il est fallacieux. Il y a une méconnaissance du texte. Ensuite, quand on regarde ce qui se passe au Canada, il n'y a pas de filière viande bovine non hormonée. Et donc, depuis la signature et l'entrée en application de l'accord provisoire, ils ont commencé à se constituer une filière non hormonée. Et on a eu, en gros, sur 75 000 fermes canadiennes qui font du bovin, il y en a eu 40 qui ont exporté du bovin répondant aux normes européennes. Donc c'est très peu. Et globalement, les tonnages qui sont rentrés depuis la période d'application provisoire, c'est très faible. On a à peu près en Europe à peine 1000 tonnes de viande bovine qui sont rentrées, et on est sur les 2 dernières années sur 86 tonnes pour la France uniquement, donc c'est très faible. Je pense que le problème n'est vraiment pas là, il est
probablement sur d'autres aspects, en particulier sur la viande porcine, où il y avait un contingent de 75 000 tonnes, avec le débat qui n'a pas été réglé sur la ractopamine, c'est-à-dire cette hormone de croissance. Ça pose un problème. Et je précise, et je termine là-dessus, que le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, avait mis en place une commission d'évaluation des risques environnementaux et sanitaires de ce CETA, qui allait dans le sens « il ne faut pas mettre en péril notre modèle de consommation alimentaire » parce qu'il y a d'autres problèmes. Ça a été soulevé par le sénateur Laurent Duplon. Sur le blé dur, par exemple, c'est un très petit contingent, c'est quelques milliers de tonnes. Il y a de l'atrazine, qui est une substance toxique strictement interdite dans l'Union européenne, et pourtant on a signé cet accord sur le blé dur. Donc là, il y a effectivement, véritablement des problèmes. Donc si on doit se poser des questions, c'est pas sur le bœuf aux hormones, je comprends bien, mais sur d'autres produits. Vous vouliez intervenir peut-être, Sophie ? Oui, moi j'ai été sensible quand même à l'argument qui consiste à souligner que la non-hormonisation de la viande bovine est sujette à une simple déclaration. C'est-à-dire, je vous promets, monsieur, que j'ai tout fait bien comme dans les règles. Et vraiment, je me pose la question, je n'ai pas la réponse, mais ça me semble un élément important du débat. C'est-à-dire, est-ce que c'est suffisamment contrôlé ? Soit c'est bien verrouillé, et dans ces cas-là, effectivement, c'est un élément totalement théâtral que de dire hormones, antibiotiques, tremblez bonnes gens. Soit il y a un vrai problème sur ce déclaratif, et ma foi, c'est un argument acceptable. Mais sincèrement, je n'ai trouvé personne pour me répondre à cette question qui me semble être un petit sujet quand même. C'est quand même un sujet. D'un mot, il y a une inconnue là-dessus ? Il y a une inconnue. Après, quelles sont les modalités de contrôle sanitaire ? Est-ce que ça va se faire au départ du Canada ou à l'arrivée dans l'Union européenne ? Donc tout ça n'est pas encore très clair. C'est pour ça qu'on parle d'application provisoire. Mais on n'a pas connu, à l'heure qu'il est, de modalités concrètes sur cet accord et sur les contrôles qui seront affectés. Alors, on va revenir à la dimension vraiment très politique avec vous, Émilie, avec ces discussions, on le voit bien, là, qui sont en train de se retourner contre le gouvernement. Oui, on l'a dit, c'est un véritable coup de force auquel sont arrivés droite et gauche main dans la main, et notamment les républicains et communistes en refusant le CETA aujourd'hui. Alors pour le gouvernement, c'est pas peine d'avoir essayé de mettre en avant les atouts du traité. Il y a eu une campagne de communication qui est un peu passée inaperçue, qui disait tièdement « jeudi votons oui au CETA ». Il y a eu aussi des faces caméra sur les réseaux sociaux. Franck Riester, ministre délégué au commerce extérieur en première ligne, évidemment. C'est pas peine non plus d'avoir essayé pour le gouvernement de repousser l'échéance, parce qu'en 2021, donc voté en 2019 à l'Assemblée, 2021, Franck Riester dit oui, promis, le Sénat, ça va passer chez vous. Et il n'y avait toujours rien jusqu'à aujourd'hui. Ce matin encore, le gouvernement a tenté une dernière fois de renvoyer le texte aux calendes grecques avec une motion de retrait qui n'a pas été adoptée. Alors il faut y préciser que ce texte, s'il est examiné aujourd'hui enfin, c'est grâce aux communistes qui ont sacrifié leur niche parlementaire. Effectivement. Comment les sénateurs y sont-ils arrivés ? Alors pour réussir ce renversement de situation, les sénateurs ont mis en avant les dommages collatéraux que le traité pourrait engendrer. Et principalement les distorsions de concurrence dont on a parlé, une atteinte à la souveraineté alimentaire. Il y a aussi les questions écologiques qui ont été soulevées par la gauche. Mais ils ont surtout quand même surfé sur la crise agricole. L'argument de protection des agriculteurs, notamment des éleveurs, sont beaucoup revenus. Ils ont aussi profité de cette tendance actuelle anti-traité libre-échange, climaticides, antisociaux. Le thème du CETA avait fait débat déjà au sein même de la majorité en 2019. Quand ils ont voté, il y a eu 9 députés de la majorité qui avaient voté contre, 52 qui s'étaient abstenus. C'était quelque chose à l'époque de la majorité absolue. Face à cette même crise agricole, le gouvernement aussi en janvier a pris position contre l'accord du Mercosur. Là, on parle de l'Europe et de l'Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay, Venezuela. Et la mobilisation plus globalement, elle s'organise autour d'un autre accord, le TAFTA, un accord prévu entre les États-Unis et l'Europe. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'on se projette évidemment sur d'autres accords de libre-échange. On est évidemment à quelques mois, moins de 3 mois des élections européennes. Est-ce que c'est un bon coup pour le parti LR, les Républicains ? Alors on peut se dire que c'est un bon moment, parce que c'est vrai que ce début de campagne, elle patine un petit peu pour François-Xavier Bellamy, 7% des voix seulement pour le moment dans les sondages. Bon, il faut quand même être honnête, la majorité des députés LR, en 2019, à l'Assemblée, avaient voté contre le CETA déjà. Donc il y avait déjà ce positionnement-là. Alors maintenant, s'agissant de l'impact à long terme que peut avoir ce coup de force d'aujourd'hui sur la campagne des élections européennes, à mon avis, il faut rester assez prudent, parce que si vous vous souvenez
cette victoire politique, c'est pas très loin, à l'automne, là, sur la loi immigration. On se souvient au lendemain du vote de cette loi qui avait été fortement durcie grâce à leur position. On se souvient de Gérard Larcher et puis de Bruno Retailleau qui criaient victoire. Finalement, ça a fait long feu, hein, parce que quelques temps après ce jour de satisfecit, il en reste pas beaucoup. Et puis la montée du parti de droite, on l'a pas senti. Donc on a l'impression que les Républicains, ils gagnent des victoires, mais ils ont du mal à transformer l'essai. Oui, on verra. Et effectivement, on va discuter ensemble de l'impact potentiel de ce vote, mais de la thématique libre-échange sur les élections européennes. Pascal Perrineau, vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, mais il y a la question du souverainisme qui est central dans ce à quoi on assistait aujourd'hui, au-delà du théâtre politique. Bien sûr. Il y a toujours eu d'ailleurs un souverainisme de droite et un souverainisme de gauche. Et d'une certaine manière, si l'on prend un peu de hauteur, ce que l'on a vu hier, c'est un souverainisme de droite qui s'est allié au souverainisme de gauche. Oui. Pour remettre en cause, en effet, ces traités de libre-échange, quitte de temps en temps, tout de même dans le débat, à les diaboliser. Ils sont loin d'être parfaits, j'ai écouté attentivement ce qui a été dit, mais il y a une volonté de la part de ces souverainistes de diaboliser ces traités de libre-échange. Mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction au sein du parti LR qui est plutôt favorable au marché et au libre-échange, même s'ils ont voté en 2019 contre le CETA? Bien sûr, certainement. Il y a un paradoxe, une tension entre, en effet, le libéralisme économique auquel sont attachés certainement l'immense majorité des sénateurs LR et ce retour du souverainisme et du protectionnisme, il faut bien l'appeler par son nom, au sein des LR. Alors est-ce que c'est uniquement sur cette affaire de traité de libre-échange ou est-ce que ça annonce des recompositions pour l'avenir ? Parce qu'on voit bien qu'au sein des droites, le LR a du mal à vivre parce qu'il est sous tension du RN qui, lui, assume totalement le souverainisme, assume totalement le protectionnisme économique. Alors, est-ce que c'est un premier pas ou non vers des recompositions qui sont autres ? Parce que pour l'instant, il faut bien reconnaître que dans les semaines qui se sont écoulées, LR ne parvient pas à exister. En effet, François-Xavier Bellamy oscille entre 7 et 8%, ça ne bouge pas, et la dynamique irrésistible de la droite, non seulement le RN, mais quand vous ajoutez le RN, Reconquête, les souverainistes de droite que sont représentés par la liste proche de Nicolas Dupont-Aignan, ça, en ce moment, ça veut dire 40 à 41% des électeurs français. Et quand on regarde les sondages, vous en citiez un tout à l'heure, en effet, l'anti-CETA est soutenu par une majorité absolue, je crois que c'est 55% de l'opinion française. Oui, donc, même s'il y a d'abord beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. Bien sûr, qui ne savent pas ce que c'est. Mais pour ceux qui savent ou prétendent savoir ce que c'est, c'est 55%. Donc oui, il y a un courant qui est un courant d'opinion porteur. Mais je vous assure, j'étais par exemple hier dans le pays chablisien avec des viticulteurs, des paysans, des vignerons. Et ils trouvaient ce courant anti-CETA, mais totalement ubuesque, absurde, parce qu'ils me disaient 85% de leur production est à l'étranger, et le marché, en particulier le marché canadien, est un marché extrêmement important pour eux. Alors, je vous propose une autre réaction. C'était évidemment au Sénat également ce jeudi, un sénateur en première ligne, Yannick Jadot, pour Europe Écologie Les Verts. C'est l'aboutissement de 10 ans de combat qu'on a porté au Parlement européen, qu'on a porté dans tous les pays de l'Union européenne pour rejeter cet accord qui est une menace pour notre santé. Les élevages au Canada, vous le savez, utilisent des antibiotiques pour faire grossir les animaux. Ils les nourrissent avec des farines animales. Ça a été la vache folle chez nous. Ils utilisent des pesticides de manière interdite en Europe. Et puis, si on devait ratifier cet accord, ce serait donner aux multinationales la capacité à contester toutes nos lois sur le climat. Donc il faut voter contre. Alors, je vous poserai la question dans un instant sur cette saillie contre les multinationales, capacité à contester toutes nos lois sur le climat. Je veux bien vous entendre là-dessus, Thierry Pouche. Mais Sophie Coignard, est-ce que là, on peut parler de cohérence, quand même, de la part de Yannick Jadot et d'Europe Écologie Les Verts sur ces questions-là? Vous nous disiez, j'ai eu un festival de mauvaise foi. Bien sûr que...
Je ne dis pas qu'il a forcément raison, je dis qu'il y a une ligne qui est la même. Non, mais de toute façon, je veux dire, la cohérence des écologistes est assez évidente. Celle des communistes, qui peuvent être assez productivistes et plus sujettes à caution. Encore qu'évidemment, leur anti-atlantisme fait qu'il y a quand même une ligne assez là. Donc, on en revient à LR. Oui. Donc LR, j'ajoute à tout ce qu'a dit, à tout ce qu'ont dit les autres intervenants, le fait que il y a quand même le fait que LR appartient donc au PPE, au sein du Parlement européen. Oui. Lequel PPE a voté quasiment comme un seul homme pour le CETA, qu'il soutient, que c'est une coalition dont Madame von der Leyen, soutien absolu du CETA, est issue. Et donc, on le sait déjà, LR s'est désolidarisé du PPE sur plein de choses. Mais enfin, c'est encore un sujet problématique pour eux, c'est-à-dire qu'ils sont quand même en porte-à-faux à Bruxelles et un peu en porte-à-faux à Paris, parce qu'on a l'impression quand même comment vous dire, que quoi qu'ils fassent, éventuellement ils peuvent faire du mal au gouvernement et au macronisme. Aujourd'hui, moi j'avais un peu le sentiment que leur priorité, c'était quand même de se payer l'exécutif. Oui, de donner un coup à Emmanuel Macron et à son gouvernement. Que d'emmagasiner des points. Parce que, effectivement, j'ai du mal à voir sur quel gain électoral, ils peuvent compter. Émilie ? Oui, je pense que c'est en effet une opposition au gouvernement qui est plus marquée. Mais sinon, il y a quand même des tendances, il me semble, qui expliquent aussi pourquoi les gens sont opposés. Il y a véritablement deux camps qui s'opposent au-delà de l'écologie. C'est une vision très libérale de produire l'agriculture. Pourquoi ? Est-ce que c'est produire pour vendre plus ou est-ce que c'est produire pour notre bien-être alimentaire ? Il y a quelque chose qui est en train de se décrocher. Et je ne sais pas si vous voyez dans les jeunes générations, c'est particulièrement flagrant parce qu'il y a des refus vraiment de ne plus faire comme faisaient les générations, les nôtres, sur la production locale, sur on ne va pas importer parce que c'est bien beau ce bœuf qui nous arrive, mais on fait quand même des kilomètres pour le récupérer. Il y a une espèce de transformation dans la société. Alors là, pour le coup, LR, je ne pense pas que ça soit ça, qu'ils aient vu véritablement, mais c'est quelque chose qui est en train de se tramer, que probablement le gouvernement voit, mais auquel il ne peut pas répondre. Et est-ce que ces deux objectifs ne peuvent pas être rejoints ? Est-ce qu'un jour on ne peut pas rêver et imaginer qu'on fait de la croissance, mais sur des produits qui sont respectueux ? Et ça pourrait être une belle ambition. C'est tout le débat sur le pacte vert et sur le volet agricole du pacte vert. C'est ambitieux, mais c'est on en parle depuis 3 mois avec la colère des agriculteurs. Oui, mais plutôt que d'être sur des choses qui sont déjà un peu vieillottes, parce que ça appartient à l'ancien monde, finalement. J'entends votre argument, et je reprends celui d'Yannick Jadot pour quand même avoir votre analyse là-dessus. Je le cite, si on devait ratifier cet accord, il parle bien du CETA, il ne parle pas du Mercosur, il ne parle pas d'un accord avec les États-Unis, il parle du CETA. Si on devait le ratifier, ce serait donner aux multinationales la capacité à contester toutes nos lois sur le climat, à votre avis ? Alors ça, c'est un sujet dans tout accord de libre-échange qui est particulièrement sensible, parce que quand bien même il y aurait un accord, il peut surgir à un moment donné du temps des différends commerciaux, parce que précisément dans un pays qui a co-signé, il peut y avoir des mesures réglementaires qui entravent la politique d'investissement d'une multinationale. L'exemple simple, c'est les géants du tabac qui s'étaient attaqués dans certains pays à des législations anti-tabac pour justement considérer que c'était une distorsion de concurrence, un protectionnisme déguisé. Et certains sont parvenus, même dans certains pays, à faire ôter cette législation sur le tabac. Donc c'est un exemple très simple. Oui. Donc le problème qui se pose en fait, c'est qu'en cas de différend, qui va statuer pour régler ce différend ? Donc en général, il y a un tribunal qui est prévu. On ignore totalement par qui il est composé. Est-ce que ce sont les entreprises elles-mêmes ? Est-ce que c'est une formule mixte avec des représentants des pouvoirs publics de chaque État concerné ? Donc ça, c'est encore très mystérieux, très obscur. Mais le vrai problème, il est là, c'est qu'il faut trouver un accord à chaque fois qui contienne
un organe de règlement des différends commerciaux, mais évidemment, il y a toute une bataille pour savoir jusqu'où on peut accorder un pouvoir aux firmes qui se sont internationalisées, et est-ce que les États qui ont signé cet accord peuvent intervenir dedans. Et des firmes qui ont souvent les moyens financiers et juridiques pour bien se défendre, même dans des procédures très longues. On l'a vu à de nombreuses reprises. Vous avez cité le sondage pour le Figaro, Odoxa Backbone Consulting, avec donc ces Français qui n'avaient jamais entendu parler du CETA ou du Mercosur. Mais c'est intéressant parce que on va voir cette autre partie du sondage. Quand Odoxa a demandé aux Français ayant entendu parler au moins d'un traité et ayant l'intention de voter aux élections européennes de juin. Alors je ne sais pas combien de personnes ça fait. Voilà. Peut-être que ça fait un peu. Mais quand même, ceux-là disent à 71% ça comptera au moment de mon vote. Sophie Coignard, votre réaction là-dessus? Est-ce que j'essaie de me projeter là sur le calendrier et les élections européennes? Est-ce que vous pensez vraiment que ça peut être un élément important du choix des électeurs le 9 juin? Le libre-échange, les traités de libre-échange. C'est très compliqué à dire, mais il y a des éléments de langage, si j'ose dire, qui, s'ils sont répétés, peuvent quand même percuter. Vous avez parlé tout à l'heure du bœuf aux hormones, vieille histoire, mais il y a aussi eu dans le débat, je crois que c'est le sénateur LR qui, à un moment, a fait alors là, je parle sous votre contrôle, mais a fait ce raccourci, mais qui répété peut donner quand même à penser, qui est de dire, ben voilà, 600 000 bovins qui sont potentiellement importables, qui ne sont pas emportés aujourd'hui. C'est exactement ce qui a disparu aujourd'hui de nos prairies. Bon, voilà un truc qui, à mon avis, est un peu simpliste. Mais ça peut faire son chemin. Donc, me semble-t-il, il y a quand même aussi un problème, enfin une question de calendrier. C'est-à-dire que les communistes ont assez bien préparer leur coup. Oui, alors on y reviendra sur le calendrier, notamment le 30 mai, la perspective du 30 mai, parce que ça, c'est un moment important. Enfin, évidemment que c'est lié. C'est un fusil à deux coups, si j'ose dire. Le contingent sur la viande bovine, excusez-moi, mais qui a été accordé au CETA, c'est pas 600 000. C'est largement moins, c'est une quarantaine de milliers de tonnes, donc c'est moins. C'est 75 000 sur la viande porcine, donc c'est quand même beaucoup moins. En revanche, là où il y a une vraie menace, c'est sur le Mercosur. Alors, là, les contingents ont été beaucoup plus importants. On va faire cette comparaison. Je veux bien vous entendre, Pascal Perrineau, sur la cohérence gouvernementale cette fois-ci. Parce que là, on a, sur les traités de libre-échange, on a oui au CETA, non au Mercosur. Alors je sais bien que les deux accords sont très différents, mais là aussi, si on essaye de mesurer un peu finement, sans trop tôt, mais l'impact dans l'opinion de ce qui nous apparaît peut-être un peu naïvement une incohérence, comment vous l'analysez? Si vous voulez, le gouvernement, il est représentatif de ces forces politiques qui considèrent qu'il faut que la France a plus à gagner qu'à perdre à l'ouverture. Oui. Et le libre-échange, les traités de libre-échange, c'est un des éléments de cette ouverture. Mais ils ont affaire à une opinion publique, pas dans leur électorat. Mais au-delà, ils ont affaire à une opinion publique qui est en demande de protection. Oui. Et de protectionnisme. Oui. Vous regardez toutes les enquêtes, le protectionnisme et la demande de protection économique, mais aussi politique, mais aussi culturelle, les attitudes très négatives vis-à-vis de l'immigration, tout ça va dans le même sens. Et bien sûr, quand vous êtes au pouvoir, vous êtes obligé de faire avec. Donc, il y a cette position du en même temps. En même temps, assumer le fait que l'on est clairement dans le camp de l'ouverture, le président dirait dans le camp des progressistes, contre la régression nationaliste et protectionniste représentée par le RN. C'est tout de même la bipolarité qui, en France, s'est installée depuis 2017. Et qui est encore extrêmement présente en 2022 et qui sera certainement très présente en 2027. Donc il y a, on pourrait dire repli sur soi aussi. Oui, bien sûr. Ça dépend effectivement comment on l'analyse. Comparaison, alors vous n'allez pas nous faire ça en quelques secondes, mais quand même, en quoi l'autre traité Mercosur, avec les pays, vous en avez parlé, Émilie, on va simplifier, d'Amérique latine, en quoi est-il éventuellement plus problématique, d'après vous, Thierry Pouche? Sur le plan agricole, parce qu'on a accordé des contingents beaucoup plus élevés à un certain nombre de productions de ces 4 pays du Mercosur, en viande bovine, en viande de volaille. Le contingent qui a été accordé au Mercosur en viande de volaille, par exemple, qui était exclu du CETA, la viande de volaille ne faisait pas partie de l'accord, c'est 400 000 tonnes.
Donc vous faites là le calcul du coup sur la fragilisation de la filière avicole en France et dans le reste de l'Europe, quoique en Pologne, il faudrait voir comment ils considèrent l'accord sur le Mercosur. Mais là, il y a un vrai danger. Ensuite, vous avez la question du sucre. On est aussi sur 450 000 tonnes de contingents accordés avec des droits de douane soit nuls, soit réduits. Ça veut dire que les pays du Mercosur, une fois qu'ils auront atteint le contingent, vont pouvoir continuer à exporter, mais on rétablira les droits de douane antérieurs, évidemment. Donc là, il y a une opportunité importante, et étant donné le volume de contingents accordés, là, c'est un préjudice potentiel pour l'agriculture européenne et l'agriculture française en particulier. C'est très différent du CETA. Et il y a une petite chose qu'il faut rappeler, on parle beaucoup d'agriculture, mais il faudrait aussi évoquer les contreparties que l'Union européenne a obtenues dans d'autres secteurs d'activité, en particulier l'industrie. Et si la France est assez opposée au Mercosur, nos voisins allemands sont particulièrement favorables parce qu'ils ont des intérêts industriels extrêmement puissants. Il y a des filiales de l'industrie automobile au Brésil, par exemple. Donc vous voyez que c'est assez complexe de mettre d'accord tous les États membres sur des perspectives qui sont nécessairement négociées et durement négociées. Juste un tout petit point, il faudrait aussi revenir sur l'Organisation mondiale du commerce, qui est une institution qui est en état de mort cérébrale, pour reprendre l'expression d'un président de la République. Méfiez-vous, parfois ça ne dure pas si longtemps que prévu. Oui, exactement, et puis il peut y avoir des droits d'auteur, peut-être. Cette Organisation mondiale du commerce, ça fait presque 25 ans qu'elle négocie un accord multilatéral. Depuis 2001, on est dans un cycle de négociation. Il y a 15 jours, à la ministérielle de Doha, ça a été un échec. Et donc, pour continuer à commercer, certains États membres demandent à la Commission de contourner l'OMC et de négocier des accords bilatéraux qui, même s'ils doivent être notifiés à l'OMC, eh bien, ça poursuit la logique du commerce. Donc ça, c'est aussi un point important. Ce sont les États qui mandatent la Commission pour négocier ces accords de libre-échange. Alors, on a parlé du calendrier, on y vient, et je propose à Samia Dechir de nous rejoindre tout de suite, parce qu'on va se demander ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Bonsoir Samia. Bonsoir Thomas. Bienvenue à vous. Donc maintenant que le Sénat a rejeté cet accord de libre-échange avec le Canada, que va-t-il se passer ? Eh bien, l'étape suivante, Thomas, théoriquement, c'est un nouvel examen du texte à l'Assemblée nationale. Le gouvernement, bien sûr, ne sera pas vraiment pressé de l'inscrire à l'ordre du jour, mais les députés communistes ont déjà prévenu qu'ils allaient utiliser leur niche parlementaire du 30 mai prochain pour le faire. Une niche parlementaire, c'est une journée réservée une fois par mois à un groupe parlementaire pour inscrire les textes qu'ils souhaitent à l'ordre du jour. Alors je rappelle qu'en 2019, l'Assemblée nationale a en fait déjà examiné ce texte sur le CETA. À l'époque, elle s'était prononcée en faveur du texte, mais à une courte majorité, alors qu'à l'époque, le gouvernement disposait d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc il y a une chance que l'Assemblée nationale rejette à son tour le CETA, surtout s'il y a de nouveau une alliance de la gauche et de la droite contre ce texte, comme ça a été le cas aujourd'hui au Sénat. Mais le ministre Franck Riester, lui, il espère encore convaincre une majorité de députés d'adopter ce texte sur le CETA. Regardez. Notre législation européenne et notre législation française a mis en place des mesures miroirs qui permettent d'éviter aux bœufs aux hormones canadiens de venir sur notre marché français et européen. Je crois que dans les semaines et les mois qui viennent, nous avons besoin d'alimenter le débat, de donner des éléments concrets pour que, le moment venu, l'Assemblée nationale puisse de nouveau se prononcer sur la ratification de cet accord. Alors imaginons, l'Assemblée nationale rejette à son tour ce texte et ce traité, le CETA. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Est-ce qu'il va cesser de s'appliquer ? Alors non, pas forcément en fait, parce qu'il faudrait d'abord pour ça que le gouvernement français notifie à l'Union européenne sa décision, la décision de la France, de rejeter définitivement le CETA. Et tant que le gouvernement français ne le fait pas, eh bien l'accord peut continuer de s'appliquer provisoirement. Et ce provisoire, en fait, il peut durer très longtemps parce qu'il n'y a aucun délai qui oblige le gouvernement à notifier de ce refus à l'Union européenne. C'est ce qui se passe d'ailleurs actuellement à Chypre. Chypre où il y a eu un vote contre la ratification du CETA. Mais le gouvernement estime que ce rejet n'est pas forcément définitif, qu'il pourrait y avoir un nouveau vote positif cette fois. Donc il ne notifie pas l'Union européenne et le CETA continue de s'appliquer. Et un scénario pareil en France pour les opposants au CETA, ce serait inacceptable, prévient l'écologiste Yannick Jadot. Si le gouvernement refuse de notifier à la Commission européenne le rejet du Sénat, à ce moment-là, il fait complètement le jeu du Rassemblement national. C'est un déni de démocratie. Mais c'est de dire qu'au fond, il méprise le Parlement, le vote du Parlement, et il méprise le rejet majoritaire chez les Françaises et les Français de cet accord de libre-échange.
Alors, il y a une dernière question, ça devient quand même centrale. Pourquoi cet accord s'applique provisoirement alors que tous les pays européens ne l'ont pas ratifié? Alors pour le comprendre, Thomas, en fait, il faut retourner à la naissance du CETA. On est alors en 2016 et la Commission européenne négocie ce traité de libre-échange avec le Canada. Ça fait partie de sa compétence exclusive. Mais cette compétence exclusive, contrairement à ce qu'on peut entendre très souvent, ça ne lui donne pas le pouvoir d'imposer cette application provisoire du CETA aux États membres. En fait, après avoir négocié avec le Canada, ce qu'elle fait, la Commission européenne, c'est qu'elle se tourne vers deux instances. Le Conseil européen, qui rassemble donc les dirigeants des différents exécutifs des États membres, et puis les eurodéputés, qui sont élus par les citoyens de l'Union européenne. Et ces deux instances, la Commission européenne va leur demander comment voulez-vous que ce traité entre en vigueur, et c'est eux qui vont voter pour que dès 2017, donc, cet accord, ce CETA, entre provisoirement en vigueur pour moitié de l'accord, en attendant la ratification des différents États membres. C'est donc pas du tout la Commission européenne qui l'a imposé. Et à ce jour, 17 pays l'ont fait, l'ont ratifié sur les 27 membres de l'Union européenne. Merci beaucoup, Samia, c'était très clair. Alors je reviens sur ce 30 mai. Sophie Coignard, vous aviez commencé à en parler tout à l'heure. Le deuxième coup du fusil brandi par le Parti communiste. On sera à quoi moins de 10 jours du vote, pile poil. On peut dire que c'est de la bonne politique, quoi. C'est bien imaginé. De ce point de vue, oui, le coup est assez bien monté. Et puis, évidemment, imaginons donc que l'Assemblée nationale se prononce majoritairement contre, ce qui ne me paraît pas absolument... contrairement au ministre, moi je pense que ça peut très bien se produire. Enfin, d'habitude, on a quand même une alliance des extrêmes pour faire capoter les textes. Là, maintenant, c'est une alliance des partis, entre guillemets, de gouvernement, même s'ils ne représentent plus forcément enfin, leurs troupes ne sont pas forcément très nourries. Donc, c'est quand même ça aussi un changement d'équation. Et deuxième chose, quand même, imaginons donc que l'Assemblée se prononce contre. Il n'y a pas besoin d'être le spin doctor, comme on dit, des listes concurrentes de celles de Mme Hayé, pour conseiller de dire que ça s'est déjà produit, de piétiner la volonté du peuple en 2005. Et qui étaient à l'époque les gens quoi. Et donc ça, c'est vrai que c'est un carburant formidable pour les extrêmes, et c'est un vrai problème que de voir ressurgir... avec un peu de mauvaise foi, c'est vrai, mais ressurgir le spectre de 2005 et du fait que, finalement, l'opinion du peuple français ne compte pour rien. Ouais. Pascal Perrineau, votre avis sur cette séquence? Parce qu'effectivement, il faut se projeter. On est en pleine cristallisation du vote, c'est ce qu'on dit à ce moment-là, c'est la dernière semaine avant l'élection, le moment où beaucoup de citoyens français vont décider, vont faire leur choix. Tout à fait, et on sait que dans le cadre d'élections européennes, à la proportionnelle, avec un nombre de listes important, le choix électoral se construit assez souvent dans la dernière période. Et que les choix peuvent changer. On le voit déjà maintenant, mais ça s'accélère au fur et à mesure où le scrutin s'annonce. Et il peut y avoir, en effet, un effet 30 mai, quoi. Bon, sur les choix de dernier moment. Mais à qui cela profitera ? Est-ce qu'au fond, les principaux protagonistes qui sont à la manœuvre, à savoir LR, le Parti communiste, les écologistes, vont profiter de cela? Vont avoir du vent dans leur voile. Oui, c'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Je crains, si vous voulez, qu'ils soient déçus et que la force principale qu'est le RN aujourd'hui, première force politique française, très, j'allais dire, monolithique sur le protectionnisme sous toutes ses formes, soit la force politique qui engrange les fruits électoraux de cet acte anti-CETA. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce premier débat. Pascal Perrineau, je rappelle le titre de votre tout nouveau livre, Le goût de la politique, publié aux éditions Odile Jacob, un observatoire passionné, et vous l'êtes de la 5e République. Sophie Coignard, La tyrannie de la médiocrité, il est publié aux éditions de l'Observatoire. Merci encore d'avoir participé à ce débat.